à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier de la restauration assez méconnu. C'est l'un des experts qui gravite dans le monde du vin, le sommelier. Un expert produit qui conjugue une connaissance quasi encyclopédique à l'art de la dégustation, du service, mais aussi de l'accord parfait, celui entre mets et vin. Pour découvrir ce métier passion, je reçois aujourd'hui Philippe Forbrac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en sommellerie, meilleur jeune sommelier de France 1984, meilleur sommelier de France 1988, meilleur sommelier du monde 1992. On ne s'arrête pas là sur les titres. Vous présidez depuis sa création en 2000 le concours du meilleur ouvrier de France option sommellerie, titre que vous avez reçu honoris causa en 2015. Depuis 2016, vous êtes également le président de l'Union de la sommellerie française. Puis vous êtes également restaurateur. Vous dirigez le bistrot du sommelier, c'est à Paris dans le 8e boulevard Haussmann. Puis vous avez écrit aussi de nombreux livres. Le dernier paru en novembre 2020 aux éditions EPA qui s'appelle Accord, vin et mets. Sommelier, quelle définition vous donnez à ce métier ? C'est un métier de passion, comme souvent quand on aime ce qu'on fait, il faut être passionné. C'est un métier qui est à la confluence à la fois d'une connaissance et d'émotions qu'on essaie de traduire. On a un terrain de jeu qui est extraordinaire, qui est le vignoble notamment pour la partie vin, parce que ce qu'on ne sait pas toujours du sommelier, c'est que ce n'est pas seulement un spécialiste des vins, c'est un spécialiste des boissons. D'ailleurs, le terme même de sommelier vient d'une expression provençale qui est sommelier, qui était le nom du cheval qui tirait les charrues de vivres et de meubles à l'époque des seigneurs. Et la fameuse bête de somme, qui est une expression qu'on connaît bien les uns les autres, dans son sens propre comme dans son sens figuré, correspond assez bien à la tâche finalement du sommelier. C'est lui qui est la charge d'eux et qui est responsable d'eux. De quoi ? Justement de tout ce qui est boisson dans un établissement. Alors vous parlez d'autres boissons, on pense à quoi ? À la bière ? La bière, eau de vie, les eaux de vie, toutes les spiritueux, bien entendu, les cidres, le saké, mais aussi ce qu'on sait moins, c'est que le sommelier est un spécialiste des eaux, des cafés, des thés, des softs, de tout ce qui se boit finalement. Toutes les boissons. Toutes les boissons. Dans la définition du cahier des charges de son poste, finalement, quand il est embauché dans un restaurant ou dans un hôtel, il y a la responsabilité. Il doit négocier avec éventuellement le food and beverage manager s'il y en a un. En tout cas, la négociation de toutes les boissons. Et pourquoi on pense instinctivement au vin quand on parle de sommelier ? Parce que c'est l'univers peut-être le plus connu, bien entendu, de son métier. La grappe que je porte ici au revers, et qui est l'insigne du sommelier, c'est une grappe de raisin. Donc c'est vrai qu'il y a un lien historique, culturel très fort avec l'univers du vin, pour lequel nous sommes les ambassadeurs, quelque part, parce que c'est aussi ça le rôle du sommelier. Mais c'est pas que ça, c'est l'ensemble des boissons. Et d'ailleurs, dans les concours, vous avez cité quelques titres par paliers successifs qui m'ont amené jusqu'à vous. Et j'organise, en tant que président de l'Union de la sommelier française, d'ailleurs, le prochain concours du meilleur sommelier du monde qui aura lieu en France, à Paris, du 7 au 12 février 2023. Notez bien tous la date. Mais oui, sur votre agenda. Vous êtes les bienvenus, notamment pour la finale qui aura lieu en public. En plus, donc, franchement, on peut y acheter ses places et venir vivre une expérience juste unique. Ça aurait lieu le 12 février 2023 à la Défense Arena à l'après-midi. Il y a effectivement, dans la thématique du concours, toute la connaissance de l'univers des boissons. Des boissons au sens large. Au sens très large, à la fois dans le sourcing, c'est-à-dire le fait d'aller sur le terrain, de négocier, de déguster, de choisir, mais aussi la conservation, le management, la gestion, le service, parce que c'est un métier de service, hein. La grande différence, parfois on pose la question, c'est la différence entre un œnologue et un sommelier. C'est exactement la question que j'allais vous poser, figurez-vous. C'est un sujet qui est évident parce qu'on confond souvent les deux. L'œnologue, c'est un scientifique, hein. Il fait des études. Avant, c'était d'ailleurs une formation qui était au départ la même que pour être pharmacien. Et on faisait une spécialisation en œnologie. Aujourd'hui, depuis plusieurs dizaines d'années, hein, il y a un diplôme national d'œnologue qui est dispensé et qui existe et qui est la référence. Et donc, c'est très scientifique. C'est l'analyse, la dégustation. Mais l'œnologue va travailler auprès des vignerons, absolument. Quand le sommelier va travailler auprès des chefs. Oui, et auprès des clients. Des clients, bien sûr, évidemment. On dit que le travail de l'œnologue se termine quand le bouchon est mis sur la bouteille, finalement. Et le travail du sommelier commence, finalement, quand le vin est disponible, ou en tout cas, peut-être des fois juste avant, mais en tout cas, quand c'est vraiment une image qui est assez marquante. Nous, on l'achète, on le stocke, on en parle, on le vend, on le sert. Et effectivement, on associe aussi avec les mets. Le travail avec les chefs est fondamental, parce que le plaisir
que l'on Donc cherche. en fait, vous faites le lien entre le producteur, la cave, le client, la cuisine. Absolument. Et la gestion, parce que sommelier, il gère une cave qui souvent est une partie non négligeable du capital de l'entreprise. Donc effectivement, il doit être au point, j'allais dire, sur tous ces sujets-là. Et il est vraiment, enfin, c'est mon métier dont j'en parle parce que ça me semble évident, mais c'est un peu la pierre angulaire finalement quand on réfléchit d'un établissement. Et certaines maisons se disent on n'a pas besoin de sommelier, etc. Mais c'est parce que ça coûte cher. Enfin, on peut toujours tout inventer quand on veut s'en passer. Mais et pourtant, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça rapporte. C'est un sommelier qui travaille bien, il gère tout ça. Et quand on sait qu'il y a des vins qui prennent beaucoup de valeur, quand on sait qu'un sommelier va peut-être vendre des bouteilles qu'on n'aurait jamais, que les clients n'auraient jamais achetées spontanément, mais le sommelier est là pour en parler, faire voilà, apporter ce supplément d'âme et de conseils qui font que les gens vont vouloir y aller, quoi. Comment il travaille, j'imagine, de concert avec le chef? Le chef élabore sa carte, le sommelier élabore la carte des boissons. Absolument. Il faut que ça marche en parallèle, de manière à ce que ça puisse se matcher ensemble et que le client ait, dans la sélection des vins, de quoi satisfaire finalement ses goûts, sachant que chaque client est distinct et qu'il faut avoir une palette relativement large de vins pour pouvoir satisfaire effectivement tous les moments particuliers. Certains restaurants, c'est le cas, vous avez cité le bistrot du sommelier qui est ma maison depuis 38 ans, bientôt 39. Je raconte souvent que j'ai fait une cave autour de laquelle j'ai fait un restaurant finalement. Oui, vous avez pris finalement l'affaire à l'envers. Oui, mais en même temps, force est de constater qu'un certain nombre de restaurateurs aujourd'hui misent aussi là-dessus. À l'hôtel de Crillon, à Paris, il y a un restaurant, le restaurant gastronomique, il n'y a pas de carte des plats. On donne la carte des vins aux gens, ils peuvent prendre des vins au verre ou en bouteille, et en fonction du vin choisi, il y a une proposition de 3 ou 4 niveaux de plats. Alors, c'est le menu avec 3 plats, le menu avec 4 plats, le menu avec 10 plats, enfin voilà. Et en fonction, et donc il y a un budget bien sûr par rapport à ça, et en fonction du vin choisi, l'équipe de salle, le sommelier et le chef, sert les plats qui sont prévus. Propose les plats en fonction des allergies des gens, des contraintes alimentaires, enfin, etc. D'ailleurs, votre livre s'appelle Accord vin et mets, Absolument. et non mets et vin. Absolument. Donc ça part du vin pour finalement composer la carte. Et oui, parce que finalement, le vin, quand on y réfléchit, si on a envie de goûter ce vin, à l'instant où nous parlons, on ne va pas pouvoir faire grand-chose d'autre que de l'ouvrir, éventuellement l'oxygéner, gérer sa température et choisir le verre qui convient. C'est à peu près les 3 axes. Un plat jusqu'au dernier moment, on pourra changer la garniture éventuellement, la cuisson, l'assaisonnement, voilà, la condimentation, etc. Et on va pouvoir finalement finaliser les choses sur un plat, parce qu'il est fait à la minute. Un vin, il n'est pas fait à la minute, il a attendu parfois plusieurs dizaines d'années pour livrer ce qu'il veut nous raconter comme histoire. Donc, partant du vin, on a plus facilement la possibilité de faire plaisir aux gens en élaborant le plat. Vous avez remporté de nombreux concours. J'ai égrené effectivement tous les titres que vous avez remportés. Comment on se prépare à un concours et quels sont les critères qui sont évalués à cette occasion? Alors, on se prépare un concours comme un sportif, finalement. On prend, j'allais dire, l'ensemble des épreuves qui nous attendent et on essaye de faire en sorte de performer le plus possible. Donc, dans des concours de sommellerie, il y a des concours, il y a une partie écrite, une partie pratique, une partie orale, une partie publique, une partie à huis clos, enfin, etc. Donc, c'est assez complet. L'écrit, c'est un questionnaire quasi encyclopédique, très culturel, sur tout l'univers de l'onogastronomie et des boissons au sens large, d'accord ? On peut très bien avoir des questions sur des appellations, sur de la législation, sur des faits historiques, sur des personnages, sur le liège, le verre, la capsule. Oui, c'est l'univers au sens large, finalement. C'est très, très, très large. Et en général, Mais là, vous me parlez du vin. Et là, on parle essentiellement du vin, mais j'ai dit aussi des autres boissons, parce que dans les questions, on peut avoir très bien je sais pas, une série d'eaux et replacer dans le bon pays. Il y a des eaux dans le monde entier, et des eaux de source ou les eaux minérales, il y en a quand même beaucoup, les resituer l'une l'autre. Alors il y a des eaux très connues, mais il y a aussi des eaux qui sont plus rares. Pareil pour les spiritueux. Les vodkas, on en produit quasiment dans le monde entier. Les rhums, on en produit dans le monde entier. Savoir que ça vient de là, qu'il y a tel degré d'alcool, que c'est plutôt à servir comme ça, etc. Donc ça, c'est un questionnaire écrit qui est assez pointu. Hein. L'œnologie, l'ampélographie, c'est-à-dire toute l'étude des cépages, la climatologie, parce que les notions de millésime, c'est très lié au climat, enfin, etc., etc. C'est vraiment finalement de quoi évaluer pour les candidats, sa capacité finalement à nourrir une conversation à table avec des clients. C'est ça.
Et Vous êtes ouvert, vous parliez d'émotion tout à l'heure. Oui. C'est aussi ça, c'est de parler avec son cœur, de tisser un lien, une relation avec le client, et peut-être aussi savoir quelles sont ses envies. Oui, parce que sur le même plat, on ne va pas nécessairement proposer le même vin en fonction des gens avec et ce que l'on ressent, surtout des gens qui sont là. Le midi, le soir, la sensibilité culturelle des uns et des autres. Si on est asiatique, américain, norvégien, etc., on n'a peut-être pas la même sensibilité. Donc on essaye de comprendre, ne serait-ce qu'en posant quelques questions. C'est pas tant codifié quand on parle finalement sur l'accord mets et vin, plus du blanc sur du poisson, du rouge sur de la viande. Finalement, on peut très bien bousculer les codes assez facilement. Hein. Absolument. Avec d'autres boissons d'ailleurs. Notamment. Autre que le vin. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas boire de vin pour différentes raisons. On parle aussi de cette tendance sans alcool ou en tout cas... Absolument. Et il y a des périodes aussi, notamment lors des grossesses, par exemple, où il y a plein de raisons. Et donc, il faut faire plaisir aux gens quand même. Dans les thés, par exemple, il y a une multitude de thés qui permettent vraiment de faire des accords vraiment pertinents, y compris dans des structures qui ressemblent à certains vins rouges, avec une extraction de polyphénol qu'on peut avoir dans les rouges ou dans certains thés, qui sont extraordinaires en termes de structure. Donc oui, il y a tout ce spectre offert qui permet... Voilà. L'objectif, c'est vraiment de faire plaisir aux gens. Donc dans les concours ou dans les formations, il y a cette partie culturelle. Il y a bien sûr la dégustation, ça reste l'épreuve reine. Hein. Dégustation, la fameuse dégustation à l'aveugle. Alors on ne bande pas les yeux, on n'est pas dans une pièce noire, etc. C'est déjà suffisamment compliqué, on nous met une série de verres. Parfois des verres noirs, alors ça c'est vraiment très glissant comme situation, parce que parfois dans un verre noir, donc on ne voit pas la couleur du vin ou de la boisson, et là, franchement, c'est souvent un grand moment de solitude, comme on dit. Voilà. Et donc, en tout cas, il y a la dégustation, avec autant d'ailleurs de points, ce qui est intéressant dans l'évaluation, c'est autant de points pour la façon dont on décrit que ce que l'on va identifier. Si on dit juste ça, ouais, ça me fait penser à tel château de Bordeaux, etc., auquel on pose le verre, on a finalement assez peu de points. Si on est capable de cheminer dans la découverte, dans une certaine logique de reconnaissance et d'explication, on va maximiser effectivement ces points. Donc, avant de nous quitter, Philippe Forbrac, vous avez organisé fin mars la sélection pour désigner le candidat pour représenter la France au concours du meilleur sommelier du monde. C'est une candidate. Absolument. Hein, Pascaline Lepelletier, qui a été d'ailleurs désignée meilleur sommelier de France en 2018. Aucune femme n'avait reçu le titre jusqu'alors. La profession, à l'image d'ailleurs d'autres métiers du vin, elle se féminise aujourd'hui. Absolument. Dans l'association nationale française que je préside, il y a à peu près 30% aujourd'hui de femmes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, donc ça progresse. Dans les formations aujourd'hui, il y a quasiment 50% de femmes dans les écoles hôtelières en France. Et dans les compétitions internationales, pour l'instant, effectivement, aucune femme n'a encore remporté la compétition, mais au dernier concours en 2019 à Anvers, c'était une femme qui était deuxième, Nina Jensen, présentait le Danemark. Il y a eu Véronique Rivet pour le Canada, Julie Dupuis pour l'Irlande, etc., qui se sont placés sur les podiums ces dernières années. On est tous derrière la France et tous derrière sa candidate, Pascaline Lepelletier. Et on suivra cette candidate, Pascaline, Exactement. Et on lui souhaite bien sûr le meilleur. Merci Philippe Forbrac, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez une excellente journée sur Bismart. À demain.